Aujourd'hui, nous visitons le palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon, en Côte d'Or. Ce palais, qui est dans un état de conservation parfait grâce à de nombreuses périodes de restauration, est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées. La plus ancienne est le palais ducal des XIVe et XVe siècles de style gothique, comme les cuisines ducales, la tour Philippe le Bon ou la tour de Bar. Mais la majorité des bâtiments visibles aujourd'hui ont été construits au XVIIe et XVIIIe siècle, dans un style plus classique, comme la place royale qui lui fait face, appelée aussi place de la Libération. Outre la mairie de la ville, on peut y visiter entre autres aujourd'hui le musée des Beaux-Arts de Dijon, là où se dressait auparavant la Sainte-Chapelle. Le duché des Ducs de Bourgogne est né vers la fin du IXe siècle. Auparavant, on parlait du royaume de Bourgogne. Il s'agissait donc d'un État indépendant qui, depuis sa création au Ve siècle, a vu ses frontières changer continuellement selon les conflits et les traités, jusqu'en 843, où le traité de Verdun le fit se diviser en deux parties, la Bourgogne, dont l'actuelle est issue, et la Franche-Comté de Bourgogne, qui deviendra la Franche-Comté. En l'an 880, le duché de Bourgogne est créé par Richard II de Bourgogne, surnommé aussi Richard le Justicier. Il est nommé marquis puis premier duc de Bourgogne par le roi Louis III de France. À l'époque, bien sûr, le duc ne résidait pas encore dans le palais actuel, mais dans un château fortifié adossé à l'ancienne muraille de la ville datant du IIIe siècle. En l'an 1171, le duc Hugues III de Bourgogne, en chemin pour un pèlerinage en Terre Sainte, faillit mourir lors d'une tempête. Voyant sa dernière heure arriver, il jura que s'il en ressortait vivant, il ferait construire une église. Sain et sauf, il revint un an plus tard et, tenu sa promesse, fonda l'église mais aussi un collège de chanoines. Cette église, nommée la Sainte-Chapelle, sera la chapelle particulière des ducs de Bourgogne, de certains rois et le siège de l'ordre de la Toison d'Or. Elle sera détruite en 1802, après avoir été durant de nombreuses années pillée et saccagée au lendemain de la Révolution. En 1365, Philippe le Hardi arrive à Dijon et fait construire au cœur de la ville la tour de Bar par l'architecte Belin de Comblanchien. Il s'agit d'une tour d'habitation de 3 étages composée de grandes pièces. Le rez-de-chaussée fut utilisé comme prison pour le roi René d'Anjou, duc de Bar, à 2 reprises, d'où le nom de tour de Bar. Mais le rez-de-chaussée servit aussi de salle capitulaire pour la Sainte-Chapelle. Dans la cour de la tour de Bar, on peut découvrir une statue représentant le sculpteur Klaus Schlüter, œuvre d'Henri Bouchard. Henri Bouchard était un sculpteur et graveur médailleur dijonnais. C'est lors d'un voyage en Allemagne en 1911 qu'il réalisa cette statue de Klaus Schlüter, car ce dernier avait réalisé, au début du XVe siècle, de nombreux travaux pour Philippe le Hardi, à la Chartreuse de Champmol, dont le fameux calvaire du grand cloître appelé aussi Puits de Moïse. En 1433, Philippe le Bon fait construire de nouvelles cuisines ducales dans une immense salle de 12 mètres de côté et de grandes cheminées doubles. À côté fut aussi construit des réserves, une panetterie, une pâtisserie et une petite cour avec un puits. Cela permettait aux ducs de pouvoir donner d'immenses festins et d'asseoir leur prestige. La tour Philippe le Bon, appelée aussi tour de la Terrasse, domine la ville du haut de ses 46 mètres. Datant de l'an 1460, elle a une monumentale cheminée et de superbes fenêtres au dernier étage qui fut longtemps aménagée en appartement. En 1477, Charles de Valois-Bourgogne, dit Charles le Téméraire, décède. Le palais des ducs de Bourgogne devient propriété royale. 5 ans plus tard, Louis XI entérine par le traité d'Arras l'annexion de la partie française de l'État bourguignon au domaine royal. Le palais servira de logis au roi lorsqu'ils seront de passage en Bourgogne. À partir de 1679, le palais des ducs de Bourgogne sera le siège des États de Bourgogne. Entre 1450 et 1455, le duc Philippe III de Bourgogne, surnommé Philippe le Bon, fit construire une salle d'apparat au premier étage du logis ducal. Mesurant 18 mètres sur 9 mètres de large, elle sert comme lieu de réception mais aussi de lieu de fête ou de lieu de cérémonie afin d'asseoir la puissance de l'État bourguignon. Il y est même créé une tribune pour les musiciens et une cheminée monumentale de style gothique flamboyant. À noter que suite à un incendie qui ravagea la partie haute du palais en 1503, cette salle et sa cheminée seront reconstruites.
Elle le sera même une nouvelle fois en 1548 pour la visite du roi Henri II de France. Au XVIIe siècle, la salle sera affectée aux gardes du gouverneur de Bourgogne et sera de ce fait renommée la salle des gardes. Et en 1711, elle sera redécorée dans un style plus classique avec des boiseries, des corniches et des tapisseries. Voici les tombeaux qui sont exposés en ces lieux depuis 1827, après qu'ils furent restaurés avec un grand soin. Au départ, ils étaient exposés à la nécropole des ducs de Bourgogne, la chartreuse de Champmolles, mais cette dernière fut détruite pendant la Révolution française. Ils furent donc pendant quelques années exposés à la cathédrale Saint-Bénigne, avant de rejoindre cette salle des gardes. Le premier tombeau est celui du duc Philippe II de Bourgogne, dit Philippe le Hardi, né en 1342 et mort en 1404, semble-t-il d'une mauvaise grippe. Ce gisant a été commencé en 1386, donc bien avant la mort de Philippe le Hardi, et terminé en 1411. 3 sculpteurs différents y ont participé, Jean de Marville, puis Klaus Sluter, représenté donc sur la sculpture dressée dans la cour de la Tour de Bar, puis Klaus de Verve. À noter que pour la petite histoire, le gisant de Philippe le Hardi était au départ vêtu d'une armure. Ce n'est que lors de la restauration de 1820 qu'il fut décidé de le vêtir d'un manteau avec couronne, sceptre, ange et surtout un lion, symbole de la royauté. On peut admirer aussi un superbe cortège de pleurants en deuil sculpté dans de l'albâtre. Le plus grand tombeau est celui de Jean sans Peur, né en 1371 et mort en 1419, et de son épouse, la duchesse Marguerite de Bavière, née en 1363 et morte en 1423. Notez que Jean sans Peur est le fils de Philippe le Hardi. Ce tombeau a lui été réalisé entre 1443 et 1470 par les sculpteurs Jean de la Huerta puis Antoine le Moiturier. On retrouve là aussi la dalle en marbre noir et les pleurants en albâtre. À la Révolution, la majorité du palais ducal devient le musée des Beaux-Arts de Dijon, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, comme vous pourrez le constater lors de la suite de notre visite. Voici le rétable de la crucifixion réalisé en Flandre pour la chartreuse de Champmolles à la toute fin du XIVe siècle. À gauche, Saint Georges, Sainte Madeleine, Saint Jean l'Évangéliste, Sainte Catherine et Saint Christophe. Au centre, l'adoration des mages, la crucifixion et la mise au tombeau. À droite, Saint Antoine, Sainte Marguerite, Saint Roi, Sainte Barbe et Saint Josse. Un travail de minutie qui nécessita près de 9 ans de travail. Dossier de chair en chêne, provenant du chœur de la chartreuse de Champmolles et datant de l'an 1401. On remarque sur la partie supérieure les armes de Jean sans Peur, alors qu'il était comte de Nevers. Réalisé entre 1402 et 1403, voici les moulages des bustes des prophètes et des anges du puits de Moïse, à la chartreuse de Champmolles. Un travail impressionnant de réalisme. Le rétable des saints et martyrs, lui aussi commandé pour la chartreuse de Champmolles la même année. Là aussi, il faudra près de 9 années pour créer ce chef-d'œuvre. À droite, Saint Augustin, Sainte Marthe, Saint Diacre et Sainte Martyre. Au centre, la décollation de Saint Jean-Baptiste, le martyr de Sainte Catherine et la tentation de Saint Antoine. À gauche, Saint Moine, Sainte Martyre, Saint Michel, Sainte Apolline et Saint Denis. Voici une reproduction entière du calvaire élevé par Klaus Sluter au milieu du cloître de la chartreuse de Champmolles et nommé le Puits de Moïse. Commandé par Philippe II de Bourgogne, il a été sculpté et peint entre 1396 et 1405. Sur cette reproduction, les couleurs s'efforcent à être fidèles, mais il est certaines polychromies qui se sont perdues avec le temps sur l'œuvre originale. Voici d'ailleurs un dessin de la chartreuse en 1686 par M. Piron, avec en haut l'édicule protégeant le puits de Moïse au milieu du grand cloître. Dessin propriété de la bibliothèque municipale de Dijon.
Le musée des Beaux-Arts de Dijon est une merveille. Non seulement le cadre est magnifique, dans ce palais des Ducs de Bourgogne, si exceptionnellement restauré, mais l'éclairage et l'ambiance sont propices à la contemplation de ses œuvres, qu'il s'agisse de sculpture ou de peinture. Et à chaque détour, il est toujours une œuvre particulière à contempler. Pour la petite histoire, chaque année, plus de 200 000 personnes le visitent, ce qui en fait le second lieu le plus fréquenté en Côte d'Or, après les Hospices de Beaune. Voici par exemple une œuvre étonnante datant du XIVe siècle nommée La Mort, dépôt du musée du Louvre. Un squelette décharné, vêtu de son linceul, menaçant à l'origine chaque passant d'une flèche, et portant un bouclier gravé d'une inscription nous rappelant notre destin inéluctable. La Vierge de la Pitié, une sculpture du XVIe siècle retrouvée jadis dans une cour d'immeuble, mais qui devait faire partie de la clôture d'un cimetière vu sa base. Pour la petite histoire, en 1936, en prévision d'un éventuel conflit, il avait été préparé un plan d'évacuation des œuvres, et quand la guerre fut déclarée en 1939, le musée ferma ses portes et le premier convoi commença. Il en faudra 10 pour transporter les 912 œuvres les plus marquantes, ainsi que de nombreux précieux documents et ouvrages de la bibliothèque au château de Châteauneuf en Auxois. Les œuvres intransportables comme les tombeaux des ducs furent descendues dans des caves protégées par des sacs de sable. Toujours pour la petite histoire, certaines œuvres égyptiennes, provenant entre autres du site d'Antinoé, ont été au début du XXIe siècle prêtées au musée du Louvre, mais n'ont jamais pu être rendues par ce dernier car les œuvres avaient été dispersées dans différents bâtiments officiels sans pouvoir retracer leur parcours. Du coup, le Louvre a dédommagé le musée des Beaux-Arts de Dijon par un don d'œuvres estimées équivalentes. Je ne peux que vous inviter de visiter ce musée qui fait partie des plus anciens, des plus beaux et des plus grands de France, mais qui va d'ailleurs agrandir grâce à une nouvelle phase de restauration commencée en 2006.